Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Épisode 4. Au phare parmi les oiseaux. Salut la compagnie, je suis H Dynasty et cette semaine encore je suis de retour au prêt. Mais pas n'importe quel comptoir de prêt puisque cette fois-ci pour la première fois, et il était temps, je suis à la bibliothèque du phare, située chaussée de Waterloo, plus du tout dans le centre historique d'Uccle, et d'ailleurs plutôt à la frontière avec Ixelles. Pour m'accompagner au comptoir de prêt cette semaine, j'ai avec moi Gaël. Bonjour. Caroline. Bonjour. Et Laurence. Et je suis une quiche avec les prénoms. Comment allez-vous? Et j'ai prévu une petite question bonus. Pour vous, c'est quoi le livre? Alors pour moi, le livre, c'est une échappée vers un horizon infini, où chaque page est une porte ouverte vers la liberté de l'esprit. C'est également une merveilleuse connivence entre les lecteurs qui ont partagé les pensées et les émotions des personnages, mais aussi celles de l'auteur. Chaque moment passé, plongé dans les lignes d'un livre, est un instant précieux, un moment à soi où l'on s'évade du tumulte du quotidien, pour explorer des mondes inconnus et des idées nouvelles. C'est un refuge où la réflexion se mêle à l'évasion. C'est un voyage intérieur aussi riche que vaste. Tout un programme. Mais du coup, comment tu vas? Bien, très bien. Je te remercie, et toi, comment vas-tu? Ça va. J'ai transporté tout le matos jusqu'au phare. Ça m'a fait mon petit exercice du jour. Un petit peu d'adrénaline et d'endorphine, ça ne fait jamais de mal. Moi je vais bien aussi. Et pour répondre à la question, pour moi un livre, c'est la promesse d'une aventure intérieure. Voilà. Super. Et pour moi, un livre, c'est en même temps une bulle et un partage. C'est le fait de... Voilà, la lecture, c'est souvent à la base solitaire. C'est un partage avec l'univers d'un auteur, avec une histoire. C'est aussi sortir de cette bulle pour partager ce qu'on a pu lire. C'est un moment... c'est une histoire partagée, mais c'est aussi de l'information. Parfois c'est une claque, parfois c'est une évasion. Et j'aime bien les livres qui nous mettent des claques. Voilà. Une question très intéressante. Le rapport entre l'œuvre, l'artiste et le public. Pour être complètement honnête, j'y ai beaucoup moins réfléchi que vous, alors que c'est moi qui ai préparé la question. Mais pour moi, un livre, je dirais que c'est avant tout une exploration de soi-même. Et sur ces belles paroles, passons aux choses concrètes. Et pas sérieuse. C'était déjà très sérieux avant. Mais voilà. Ici, on est à la bibliothèque du phare. J'en ai vaguement parlé. On est au bord d'Uccle, chaussée de Waterloo. Donc, certains de nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas la bibliothèque du phare vont peut-être y penser et se dire « Ah, c'est la chaussée de Waterloo, c'est un peu déprimant. Qu'est-ce qu'une bibliothèque vient faire là ?» Oula, qu'est-ce qu'une bibliothèque vient faire là? Alors, je pense qu'aucun de nous n'étions là à son inauguration. Je pense qu'avant, le lieu, c'était un centre commercial, en fait. Il faudrait demander à nos collègues qui sont là depuis plus longtemps un peu l'historique, parce que certains ont connu le réaménagement de tout le local. Pourquoi elle est située ici? Je pense que sur Uccle est quand même une commune qui est assez étendue. Donc je trouve ça chouette qu'on ait la bibliothèque du Humboldt qui soit dans un quartier, la bibliothèque du centre, mais le phare, voilà, on touche un autre quartier. Il y a la bibliothèque du Merlot aussi. Voilà, mais pourquoi elle est ici? Il faudrait demander aux gens qui étaient là à l'époque. Pourquoi ça s'est installé ici exactement? Et alors, vous avez beau être en périphérie, pour autant, ici on est dans la plus grosse bibliothèque d'Uccle.
Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, on a un super grand espace, mais on touche aussi, comme on est à la périphérie, on touche les gens d'autres communes. Mhm. On a la chance d'avoir une médiathèque, une ludothèque, un espace public numérique. On est un peu un lieu multiculturel, multifonction. Voilà, je pense que ça permet aussi d'attirer un public plus large. Ensuite, tu dis la chance, mais bon, vous y travaillez, c'est vous qui faites vivre le lieu. Sans vous, il n'y aurait pas de ludothèque, il n'y aurait pas de médiathèque, il n'y aurait pas d'EPN. Et d'ailleurs, c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous trois. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans une bibliothèque qui est en même temps une ludothèque et en même temps une médiathèque et un EPN, un espace public numérique? Et il faut quand même le dire, ces trois pôles ne sont pas petits. Ils ont chacun leur propre local réservé. Enfin, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un espace relativement grand qui nous permet de diversifier les offres. Toutes les bibliothèques ne peuvent pas effectivement se permettre d'accueillir autant de services différents, d'infrastructures. C'est une chance pour les usagers d'avoir accès donc à ces différents services, et c'est également une chance pour nous en tant que bibliothécaires, en tant qu'animateurs, en tant que ludothécaires, en tant qu'acteurs, de pouvoir également diversifier nos actions au quotidien. Et alors, comment est-ce qu'on fait vivre cette bibliothèque? Ça doit être un peu différent d'une bibliothèque classique, j'imagine. Mais je vais peut-être parler pour la médiathèque, après on peut... Mais la médiathèque, elle s'est intégrée en 2009 ici, et ce sont des logiciels différents. Donc, parce que la médiathèque est toujours rattachée à Point Culture, donc on fonctionne avec un logiciel de Point Culture. Par contre, voilà, depuis l'année passée, l'emprunt des médias sont gratuits. Cette année, l'accès à la bibliothèque et aux différents services est totalement gratuit, même pour les adultes. Et au niveau, en tout cas, entre les liens qu'on pouvait faire entre la médiathèque et la bibliothèque, mais ça s'est fait aussi par le cadre de certains projets ou d'activités. Je veux dire, quand on participe à Europalia, c'est l'idée de mettre la littérature en avant, mais de parler du cinéma d'un pays, de la musique d'un pays, de faire découvrir la culture et d'essayer de faire des ponts lors de ces actions, et que ce soit avec la ludothèque ou l'EPN sur certains projets, voilà, de faire des passerelles et de proposer une offre en fait élargie et qui ne se limite pas qu'à l'objet livre ou à l'objet média ou au jeu, mais voilà. À la ludothèque, par exemple, ils accueillent régulièrement des classes en collaboration avec la section jeunesse sur une thématique. Ouais, c'est vrai qu'on collabore quand même beaucoup, et c'est ça qui fait toute la richesse de ce site-ci, c'est de travailler, en tout cas pour moi, je trouve ça très enrichissant de pouvoir travailler avec des gens qui viennent d'horizons différents, qui travaillent avec des médias différents, mais qui racontent tous une histoire. Et pas la même histoire. Et pas la même histoire, mais on peut vraiment faire des ponts, parce qu'un média va enrichir d'une certaine façon par rapport à un autre média, et il y a vraiment des boucles qui peuvent se faire, et on peut arriver à des projets qui sont beaucoup plus riches en fait, et à une offre qui est beaucoup plus riche. On va aborder un propos de différents points de vue, et ça peut vraiment enrichir et nourrir la réflexion, par exemple, sur une problématique bien particulière. Voilà, et tout ça, c'est possible uniquement parce qu'on a une bibliothèque avec ces pôles. C'est vrai que typiquement, faire des ponts avec mes collègues le jeu vidéo, par exemple, la collection de jeux vidéo, initialement, faisait partie de la médiathèque. Ouais. Et donc ici, le jeu vidéo étant un jeu, tombe dans l'escarcelle de la ludothèque, mais effectivement, il pourrait très bien servir à faire des animations ou des projets avec le PN, dû à son support, ou avec la médiathèque, dû à son support. Oui. Et donc il y a vraiment quelque chose qui... D'ailleurs, on n'est pas très nombreux à Bruxelles à avoir une ludothèque qui fait du jeu vidéo, en réalité. Oui, c'est la seule autre à laquelle je peux penser comme ça, et elle n'est pas à Bruxelles, loin de là, c'est celle de Clivre. Il y a Ludobox à Laken, qui fait du jeu vidéo, qui est une ludothèque qui est totalement isolée, donc qui n'est pas rattachée à une bibliothèque.
Et on peut peut-être dire aussi qu'on a le plus petit espace gaming du monde, non? On peut le dire, mais on a un espace gaming, effectivement, parce qu'ici on fait du jeu de société sur place, et on fait du jeu vidéo sur place aussi, ce qui nous permet... Génial. Oui, c'est génial. C'est génial. génial. Parce que ça permet aussi, justement, de ne pas jouer seul. Oui. On peut jouer ensemble, on vient avec un copain, avec son parent, on vient, je te montre le jeu Switch qu'on fait sur son petit, c'est une console nomade. Oui. On est souvent en portable. Là, on peut le faire sur grand écran, le jouer à plusieurs et partager ce moment de jeu qui, par ailleurs, peut être très solitaire. Là, devient une activité en groupe. Même si c'est dans un espace tout petit. Et alors on ne le sait pas, mais depuis 2022, il y a environ 34 mini-jeux vidéo qui ont été créés par des étudiants du secondaire. Chez toi ? Oui. Ils utilisent en fait le logiciel Scratch, Ah développé oui. par le MIT. Et donc il y a une journée complète où une classe se retrouve dans un laboratoire informatique et se retrouve face à cette interface Scratch qui permet de développer, de créer une animation, un jeu. Et quand cet atelier est présenté, il y a une phrase qui revient à chaque fois, c'est la seule limite, c'est votre créativité. C'est sans limite en fait. On peut partir dans tous les sens, on peut tout imaginer. Et quand les ados ont cet outil en main, on voit que au début, ils veulent tous faire un Minecraft ou un Fortnite. Directement, Ouais. il faut mettre quelques réserves. C'est faisable, hein. C'est faisable. Créer des animations, des jeux comme ça avec des cubes, des blocs, c'est tout à fait réalisable. On voit toute la créativité et l'inventivité des participants. Ils se prennent en photo, ils enlèvent le fond et ils font d'eux le personnage principal de leur jeu. Non, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est chouette aussi pour les usagers de pouvoir être de l'autre côté du fond vert, de s'être mis dans la place du créateur pour avoir vraiment développé cet esprit critique par rapport aux jeux qu'ils utilisent, qu'ils jouent, de se poser peut-être plus de questions sur ok, il y a du game design derrière, où est-ce qu'on m'emmène, pourquoi on m'emmène là, et ok, juger ce jeu-là est chronophage à raison ou pas. Est-ce que je vais l'utiliser plus ou pas? Et mieux sélectionner les jeux auxquels ils vont me donner du temps. Oui, tu parlais d'être de l'autre côté du fond vert, même si ça s'applique pas exactement à l'exemple de Gaël, c'est très évocateur. Et quelque part, c'est l'objectif de toute bibliothèque, c'est d'emmener les lecteurs, et pour ici les joueurs, les cinéphiles, les amateurs de musique, derrière, dans l'envers du décor, ce qui est aussi l'objectif de ce podcast. La tagline, c'est qu'on vous parle depuis le comptoir de prêt. Alors, on essaye de dévoiler les dessous de ce qu'est une bibliothèque et puis de ce qu'est un livre. Et ça, c'est notre activité en tant que bibliothécaire, c'est ça que ça veut dire, développer la lecture publique, ou les pratiques de lecture en l'occurrence, c'est d'inviter les lecteurs, les joueurs, les cinéphiles à aller plus loin, à aller derrière le fond vert, derrière le comptoir de prêt, derrière la plume du livre, C'est de développer, oui, peut-être un esprit critique. Puis nous, nos missions, c'est aussi c'est bien que les gens viennent. Après, il y a toute une partie du public qui n'est pas encore un public, vu qu'ils n'osent pas peut-être pousser la porte. Donc il y a des actions de médiation à faire en dehors des murs aussi. Voilà, et donc ça, on a des collègues, mais je pense qu'elles seront présentes lors d'un autre podcast pour parler un peu de ce qui est mis en place. Et je pense que c'est important aussi, et je dois avouer que moi je trouve que les accueils de classe, c'est une première porte pour certains, et je trouve ça très chouette de les voir limite en traînant leurs parents revenir à la bibliothèque, et on sent que les parents limite sont pas à l'aise, alors que le lieu vraiment, ça devrait être le premier lieu culturel où on pousse la porte et
Et voilà, et donc je trouve ça génial qu'il y ait ce travail aussi avec les classes, parce que je pense vraiment que c'est un premier pas qui est franchi dans le cadre scolaire et qui permet à des enfants de se dire ok, ben j'ai le droit d'y aller, j'ai ma place et voilà. Oui, et puis ici en plus quand les classes viennent, il y a les livres. Je pense qu'ils ont droit à un livre par enfant. Non, ça dépend Ça dépend des écoles. classes, oui. Mais ensuite, ils ne restent pas que dans l'espace bibliothèque, ils viennent aussi à la ludothèque, je pense. Oui. Donc de plus en plus, on développe des accueils de classe partagés, parce que oui, c'est vrai qu'on a un bel espace. L'acoustique n'est pas particulièrement bonne, et avoir des grandes classes de 24-26 élèves dans la ludothèque, c'est bien, mais ça permet juste de faire ce qu'on appelle du speed gaming. Oui. Hein. Donc, on va découvrir rapidement des jeux, mais pas beaucoup plus. Ici, si on fait proposer, les profs n'ont pas beaucoup de temps non plus, donc proposer cet accueil et bibliothèque et ludothèque permet vraiment, encore une fois, plus de richesse. L'enfant ressort, le jeune ressort avec une autre expérience, il a pu un peu découvrir plus de choses. Et ici, pour le moment, les profs en redemandent, en fait. Ils en ont, ah oui, j'ai entendu parler qu'on pouvait faire les deux. Il y a de la place, je peux m'inscrire, vous avez dû... Voilà. Donc là, maintenant, le problème, c'est l'agenda. Oui. C'est d'arriver à caser tout le monde. Et un accueil de classe permet aussi aux participants de découvrir le contenu de la bibliothèque, mais également les locaux, parce qu'on ne sait pas toujours que derrière ces murs, il y a des espaces où l'on peut se réunir et partager et travailler ensemble. Des étudiants qui viennent une fois avec l'école, et puis reviennent à la période des examens, en groupe. Ils viennent bloquer ensemble ici, ils s'installent, ils étudient, ils réalisent un travail de groupe. C'est un lieu de partage, de rassemblement et de collaboration. Oui, la bibliothèque, c'est un lieu communautaire et pour moi, le lieu communautaire par excellence. Élise le disait dans l'épisode pilote, ça commence à dater, mais on n'attend rien des citoyens dans une bibliothèque et certainement pas leur argent. Tout ce qu'un citoyen peut faire dans une bibliothèque, c'est du bonus. L'important, c'est qu'on se voit quelque part. Et sur ces belles paroles, je vous remercie énormément pour votre participation. J'espère qu'on pourra vite se reparler. Merci à toi d'être venu à notre rencontre. C'était chouette de t'accueillir ici. Et il va y avoir des changements dans le podcast de Retour au Pré. Jusqu'à présent, on était hebdomadaire. Maintenant, on va passer en bimensuel. Ça va nous permettre de faire des podcasts dans d'autres endroits que tout le temps à la bibliothèque du centre, parce que on a envie d'aller autre part à certains moments et ça prend du temps, mais aussi parce que je vais peu à peu passer les rênes du podcast à mes chers collègues et peu à peu donc je vais de moins en moins m'investir parce que mon stage se termine le 24 mai et par conséquent il va falloir passer le flambeau. Voilà, passer le flambeau, que vous preniez la relais. Et alors, avant de se quitter, Laurence, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui va se passer au phare pour ce mois d'avril, pour le Festival Euque. Alors, pour le Festival Euque, on a un programme bien chargé. Donc, ça commence ce mercredi après-midi, donc le 3 avril, où on organise une après-midi dans l'univers de Vincent Cuvelier. Donc Vincent Cuvelier qui est un auteur qui a écrit beaucoup pour la jeunesse. C'est lui le papa de la série Émile, par exemple, entre autres. Donc cet après-midi, il vient nous proposer 1 heure du conte autour de ses albums et on poursuivra la journée avec la projection du film L'aventure des Marguerites qui est tiré de son livre Le temps des Marguerites.
Et donc pour continuer, on aura des heures du conte aussi autour d'auteurs et d'autrices belges. On aura pour Avec ces auteurs et ces autrices qui viendront. Non, là il y Ah. aura Vincent Cuvelier et Ludovic Flamand qui feront leurs heures du conte, mais on a nos heures du conte habituelles où on fera un focus spécial Belgique et où on met en avant des albums de littérature jeunesse d'auteurs et autrices belges. Ok. Alors, on aura pour les ados, il y a Cédric Manche qui est auteur BD et qui est professeur aussi, qui viendra faire un atelier de création de fanzine. Donc ça sera pour les ados à partir de 12 ans. Et Joseph Prado qui est étudiant en bande dessinée, qui viendra faire un projet de dessin en live à partir... Donc ça s'appelle Nos rêves pour le futur. Voilà, c'est l'idée d'avoir une discussion sur ce qu'on a envie comme projet pour la suite, de ce qu'on rêve. Et lui va dessiner ça en live sur base des envies des participants. Donc ça, c'est accessible à partir de 15 ans. On aura aussi un spectacle, L'éveil du petit dragon d'Isabelle Colassin, qui est adapté d'albums jeunesse de Jean-Luc Anglebert. Voilà, et à partir de la mi-avril, on aura l'expo Un lieu à soi, qui est basé sur l'album Bastien, ours de la nuit de Ludovic Flamand et Sarah Grézel, qui viendront tous les deux, donc Ludovic Flamand pour une heure du conte et Sarah Grézel pour un atelier créatif autour d'un de ses albums. Et à ce sujet, on avait déjà par le passé interviewé Sarah Grézel suite à un atelier créatif justement. Et donc on va s'écouter ça tout de suite. Eh bien du coup Sarah, est-ce que tu viens souvent en bibliothèque ? Souvent non, mais je suis invitée parfois dans les bibliothèques bruxelloises pour la plupart, pour intervenir en lien avec mes albums jeunesse. D'accord. Et tu fais souvent des activités créatives comme ça ou... Alors j'en ai fait beaucoup à une période. Là pour l'instant j'essaye de calmer un peu le jeu parce que j'aime vraiment bien donner des activités créatives aux enfants. C'est en fait le lieu et le moment pour tester aussi ce que je fais, enfin mes histoires, mes personnages. Donc c'est un moment privilégié pour moi, la rencontre. Mais mon métier reste autrice, illustratrice, et donc faut pas trop que ça morde trop sur mon temps de création. Donc j'essaie d'équilibrer entre atelier et temps de création de l'album. D'accord. Et donc là, j'ai entendu tout à l'heure que tu étais occupée sur 2 projets, c'est ça ? Oui, 2 prochains projets. Alors je travaille avec une maison d'édition depuis des années qui s'appelle Versant Sud Jeunesse. J'ai fait mes premiers albums jeunesse en fait avec cette maison d'édition, et le prochain sera une collaboration avec l'auteur Ludovic Flamand, avec qui j'ai collaboré avant, et ça s'appellera Ismolen et Chipolata. Et oui, c'est un album assez rigolo, humoristique, et donc il va apparaître au mois de septembre 2024. Et du coup, l'autre projet ? Alors l'autre projet, c'est un projet plus personnel que j'ai écrit et que je vais aussi dessiner. Ça sera aussi chez Versant Sud Jeunesse. Ça s'appellera Léonie de nuit. Léonie de nuit. Ouais. Ça s'adresse à quel public ? Je dirais à partir de 6 ans. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ou t'as envie de garder la surprise ? Alors, en quelques mots, Léonie de nuit, c'est l'histoire d'une petite fille qui est passionnée d'astronomie. Et elle reçoit un télescope pour son anniversaire. Et donc, une nuit, elle observe les étoiles, et en observant les étoiles, elle découvre en fait une panthère étoilée dans un arbre en face de sa chambre. Et donc, elle va partir avec cette panthère dans la forêt. Elles vont vivre beaucoup de choses, des aventures, une histoire d'amitié très forte. Voilà, je préfère m'arrêter là parce que le projet n'est pas encore sur pied. Je suis en phase d'écriture
Et il y a quelques dessins qui sont prêts, mais voilà. D'accord. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je dois avouer que j'ai découvert ton travail aujourd'hui seulement, mais j'ai trouvé ça très chouette, très touchant. Et ça me ferait plaisir de continuer à suivre ce que tu fais. À ce sujet, où et comment est-ce que nos auditeurs peuvent te trouver ? Eh bien, j'ai un compte Instagram. Comme beaucoup d'illustrateurs, c'est quand même un lieu où on peut poster pas mal d'images et de nos travails. Et puis, c'était quoi ta question ? Où et comment Parler de la foire du livre. Ah oui, la foire du livre. Ben oui, la foire du livre, j'y serai. Oui, au mois d'avril. Au mois d'avril. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère en tout cas que ça t'aura fait plaisir de partager ce moment privilégié avec les enfants tout à l'heure. Oui, très. C'était très agréable, merci. Et au plaisir de te revoir. Oui, à bientôt. À bientôt. Du bon temps en perspective donc, surtout pour les enfants à partir de 6 ans. Et comme vous l'avez entendu, Sarah Gressel est toujours enchantée de pouvoir avoir ces moments privilégiés avec nos plus jeunes lecteurs. Merci beaucoup. Merci aussi. Et merci évidemment à tous nos auditeurs. Comme d'habitude, vous connaissez le programme. Likez, commentez, abonnez-vous, tout ça. On se retrouve donc dans 2 semaines et d'ici là, salut la compagnie!